tu sais, au moins Ford, ils sont encore avec un muscle car, encore avec un V8. Camaro, ça disparaît. Challenger, il n'y en a plus. Charger non plus. C'est le dernier. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on parle de la Mustang Dark Horse qui a fait son passage sur plusieurs dynos aux États-Unis. Puis le résultat de puissance va peut-être en surprendre plusieurs. Et aussi, on vous fait part de notre essai routier de la Subaru Forester Sport. Ouais. Alors, pour commencer, la Mustang Dark Horse. Bon, Mustang Dark Horse, si vous n'êtes pas au courant, cette nouvelle génération de Mustang, pour l'instant, n'a pas de version Shelby. On ne sait pas trop ce qui se passe avec Shelby. On ne sait pas encore s'il y a toujours un partenariat qui est en fonction, mais en gros, la Dark Horse, ça vient un peu prendre la place de la Mach 1 ou même la Shelby GT350. C'est vraiment la Mustang entre la GT et, mettons, la GT500. Mais là, il n'y a plus de GT500, il n'y a plus de GT350. Il y a une GTD à cette heure avec le moteur de la Shelby dedans qui va se vendre au-dessus des 300 000 qui vient prendre la place de la Ford GT qui va être sûrement assemblée à la main par l'équipe de chez Multimatics. Mais aujourd'hui, on parle de la Dark Horse. Puis vous le savez, je ne suis pas super fan de le marketing Dark Horse. Puis j'ai pas conduit le véhicule encore. On espère mettre la main sur la fameuse Mustang avant que la neige arrive. C'est long à recevoir les Mustangs. Puis ça risque d'être peut-être encore plus long parce que c'est un des véhicules qui risque d'être affecté par la fameuse grève de l'union de UAW. Fait que si vous attendez votre Mustang, bonne chance. Soyez patient. Oui, exactement. Bon, alors, je fais toujours partie de la communauté des Mustangs. J'ai eu une Mustang pendant longtemps. J'ai travaillé avec Ford pendant longtemps. J'étais impliqué avec les fans, les tuners, les racers, les clubs, etc. Name it. Alors, je suis encore pas mal qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis là, les premiers propriétaires des Dark Horse, ils ont réussi à avoir la main sur leur véhicule. Puis là, ils l'ont emmené sur plusieurs dynos. Puis des dynos assez populaires aussi. Des dynos chez Stida, des dynos à plusieurs places. Fait que là, ça fait 2-3 dynos que je t'avais passé. Puis on a 2-3 résultats de performance c'est pas ça à quoi les gens s'attendaient. Qui est très décevant. Alors, la fameuse Dark Horse, en dessous du capot, on a un fameux 5 litres, le V8 5 litres. Mais il est comme modifié. Il y a plus de chevaux vapeur. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de supercharge, mais il y a un genre de intake avec 2 entrées d'air et puis plein de peaufinement. Fait que chez Ford, ils disent que ça développe 500 chevaux. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient excités de ça. Ils disent on va avoir un Coyote encore plus puissant, on va avoir plus de potentiel. Mais là, les tuners ont mis la main dessus. Puis c'est pas ça qui se passe. Fait que, en gros, là, pour faire une histoire courte, sur le dyno, la Dark Horse, elle développe environ 20 à 14 chevaux à la roue de plus qu'un moteur GT de la génération précédente. Fait que c'est pas vraiment à ce qu'on s'attendait du 500 HP. Ça tourne dans les alentours de 400 chevaux à la roue, parce qu'il y a une différence entre la puissance au moteur et la puissance à la roue. Alors, quand on le met sur un dyno, c'est la puissance à la roue. Fait qu'il y a des pertes entre la transition, le drive shaft, le différentiel, les roues, les pneus, etc. Fait que là, les gars, ils sont déçus parce déçus. que sur papier, c'était pas ça qui était annoncé du tout. Fait que c'est ça, les résultats qu'ils ont eu chez Stida, c'était 408 chevaux et 357 livres-pieds de couple. On est loin de 500. Mais c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à 500, mais tu sais, quand tu développes un 500, tu peux t'attendre peut-être à développer du 440, 450 ou des fois, il y a des surprises sur les dynos. Il y a certains BMW, des fois, ils développent plus que qu'est-ce qu'ils disent. Oui, mais là, c'est vraiment... C'est l'inverse qui est arrivé. Puis de ce que j'ai vu passer, les gens sont vraiment déçus. Là. Non, c'est ça. Il y en a qui disent « Regardez vos vieux Coyote, allez pas pour les nouveaux. » Puis toute la guette. C'est sûr et certain que ces générations-là de moteurs, ils sont beaucoup sous la pression du EPA. Là. C'est vraiment pour les émissions et ces choses-là. Puis... Quand je travaillais pour Ford, j'ai dit pourquoi ils ont changé telle affaire dedans, puis
Puis pourquoi ça donne pas plus de chevaux vapeur? Puis il me dit, tu sais, c'est vraiment pour réduire les émissions, telle affaire. Puis j'ai dit, tu sais, il y a comme 2 types d'injections, celui-là. Puis j'ai dit, ça donne-tu plus de chevaux avoir tel genre d'injection? Il dit, non, c'est encore pour contrôler les émissions. Fait que tu sais, c'est vraiment contraint. On est tellement contraint dans des gros règlements aux États-Unis. Surtout depuis les dernières années aux États-Unis, qu'il y a eu beaucoup de changements politiques, les bleus, les rouges, affaires là. Puis là, il y a beaucoup de pression, surtout sur les manufacturiers, les tuners, tout ça. C'est très plate. Puis même là, j'ai écouté une vidéo dernièrement. Je vais vous l'expliquer vite fait, parce que lui, c'était Jason Camisa qui travaille pour Hagerty. Il a fait une vidéo, c'est très bien expliqué. Il expliquait la différence entre une transmission automatique puis manuel, puis pourquoi que les automatiques sont tellement plus supérieurs que manuel maintenant. Mais techniquement, un manuel devrait être égal, c'est pas supérieur à l'automatique. En gros, c'est une question des émissions. Fait en gros, qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que à cause des règlements, des tests d'émissions, les tests de son que dans certains pays, faut tout le temps qu'ils dégearent, je pourrais dire, ou qu'ils font pas l'ultime ratio de transmission manuelle qu'ils pourraient faire pour la performance. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le choix pour rentrer dans les normes qu'ils demandent. Ou l'économie d'essence, etc. Fait qu'ils disent que, je pense que c'est juste la Mazda MX-5, la Miata, qui a vraiment une transmission qui est faite pour le plaisir et non pour répondre aux normes. Là. Mais il dit que toutes les autres transmissions sont comme un peu bâclées à cause de tous ces règlements-là. Tu sais, je trouve ça plate. Puis tu sais, en gros, là, un des pourquoi que les transmissions manuelles ils disparaissent, c'est pas juste parce que le monde n'en achète pas, c'est parce que, de un, la transmission n'est pas à son plein potentiel. En plus. Ça devient de plus en plus dur pour eux de répondre aux espèces de régulation d'émissions. Ouais. Fait que ça coûte trop cher en développement. Mm-hmm. En gros, c'est ça. Je vais faire un petit suivi avec la Dark Horse. Tout le monde t'a expliqué. C'est un petit peu excité de voir qu'est-ce que la Dark Horse allait faire. Puis, au moins, Ford, ils sont encore avec un muscle car, encore avec un V8. Camaro, ça disparaît. Challenger, il n'y en a plus. Charger, il n'y en a plus. C'est le dernier. C'est sûr et certain que, encore une fois, comme je dis, il faut qu'ils mettent des trucs sous le capot pour passer les émissions, ces choses-là. On a très hâte de mettre la main sur ces Mustangs-là. Moi, je suis très fan. J'aime ça, voir l'évolution, les conduire. Quand même, j'ai conduit beaucoup de générations. Moi, c'est sûrement le véhicule que j'ai conduit le plus de générations là, de toute la gang. Là. Mais c'est un véhicule vraiment le fun. Puis surtout cet été, on n'a pas eu du tout à l'essai. Là. Je pense qu'il vient juste d'arriver à Toronto. C'est ça. À la fin de On est au début septembre. Là, et je pense que là-bas, il vient juste de se recevoir là, pour qu'on les teste, je veux dire, à la maison. Là. Pas les tests de lancement de presse, ces choses-là. Là. Non, sur les flottes de presse pour les journalistes. Oui. Fait que ça a pris du temps. Fait que pour l'instant, Dark Horse ne fait pas de miracle. Oui, ça, c'est un test chez Stida. Ils disent que les conditions n'étaient pas les meilleures. Puis en plus, ils ont fait ça pendant un ouragan. Puis ils ont bravé l'ouragan pour aller tester la Dark Horse sur le dyno. Puis ils font un petit peu une histoire alentour de ça. Mais là, la Dark Horse a été sur d'autres dynos. Puis ils ont eu des résultats similaires. Fait que, c'est pas l'excuse de l'ouragan, c'est le véhicule. Non, c'est un petit peu plate. Puis tu sais, moi qui ai passé beaucoup de temps chez Ford, là, qu'est-ce qui se passe avec Shelby? T'sais? On ne sait pas ce qui se passe avec Shelby. Puis quand je vois des moves comme la Dark Horse, la Mustang GTD, en plus, on prend le moteur de la Shelby GT500, on la met dans la GTD. Moi, ça me donne le feeling que c'est la fin peut-être pour Shelby chez Ford. C'est quelque chose personne n'a parlé, qui n'a pas été annoncé, mais c'est quelque chose juste que... Parce que ça brille par son absence, ça soulève tellement de questions. Oui, mais ils sont de même chez Ford. C'est comme moi, juste, j'ai déjà passé par là. Il n'existe plus, on n'en parle plus. Ils ont fait la même chose avec SVT. Ouais. Ils ont fait la transition SVT à Ford Performance. Ils ont juste arrêté de parler. Là, à chaque fois que je demandais des questions sur SVT, c'était comme « Ferme-la.
on n'en parle pas. le gars à l'arrière-scène fait signe. Non, tout le temps. C'est comme, là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec SVT? Vous avez aucune idée comment Gilles se fait faire des signaux souvent. Là. des fois même c'est moi. Hein. Des fois, on est à des soupers, puis je suis là, puis je donne un coup de pied à Gilles en dessous de la table, genre... Non, mais des fois, je suis legit, là. Je suis comme, je suis juste un enthousiaste automobile qui a une question. Je suis pas un journaliste qui cherche la merde et qui essaie de faire une histoire avec ça. Mm-hmm. Je veux juste une réponse. Ah oui. Dans ce temps-là, à part de ça, moi, j'étais à l'interne. Il aurait pu me donner une réponse à l'interne qui me dise « Hey, regarde, Jules, c'est ça qui se passe. Là. Mais on t'a pas le droit de le dire au monde. » C'est ça, mais on t'a mis au courant. Mais c'était comme... Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ah, ça m'écœurait tellement quand il faisait ça, là. T'as pas le droit de poser cette question-là. Mais tu sais, c'est quoi qui se passe? On le sait tous qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ah oui, c'est le même, hein. C'est le même. Des fois, quand il était haut placé, là, tu posais une question qui le faisait mal paraître. C'est pareil comme si tu avais dit que... Insulter un président. C'est ça, t'as insulté le président ou le pape, là. Si, vol. Ah. Comment se mettre les pieds dans les plats avec Jules. Oh, et puis, tu sais, en tout cas, je pense que j'en ai déjà parlé de ça, mais tu sais, je m'en souviendrai tout le temps à un moment donné. Il y avait un ingénieur qui était haut placé chez GM, puis là, il y avait un gros big boss qui venait nous voir à la piste de course à Daytona, puis il était nerveux, là, pareil comme si c'était le président des États-Unis ou le pape ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, tout le monde était énervé. Il était énervé, puis je suis comme... J'ai dit, à part vous autres, il n'y a personne d'autre qui le connaît, lui. Là. J'ai dit, c'est même pas le CEO, là, c'est comme le 3 ou 4e dans la compagnie. Tu sais, je sais quoi, tu veux l'impressionner parce que tu veux monter dans ta job? Pourquoi tu es aussi nerveux que ça? C'est un vrai gars, là, puis tu sais, full intense dans les moteurs, puis tu sais, c'est pas un gars gêné, là, c'est un gars qui a confiance en lui, tout. Puis, je m'en souviens, je l'ai tellement insulté, là. Tu sais, quand je veux être baveux, là. Tu sais, à un moment donné, là, il est passé où est-ce qu'on travaillait. Là, j'ai dit, regardez le gars, t'as-tu vu? Il t'a même pas regardé. Oh, mon Dieu. J'ai dit, tu vas-tu pleurer dans ton lit ce soir? Oh, franchement. Non, mais tu sais, à un moment donné, pourquoi mettre cette personne-là autant sur un piédestal? Je sais pas. Quand la personne, elle sait même pas t'es qui. C'est comme des petites communautés fermées, I guess. Je sais pas. C'est que... Ah, là, je dis, regarde, il s'en va aux toilettes, il chie comme tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu sais, on parle parler, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais. Regarde, j'en ai vu, moi, des hauts placés dans des compagnies, péter des coches, puis faire des trucs là, que t'es comme, tu penses juste que c'est genre des super vedettes ou des super présidents qui vont faire des trucs de même, mais dans leur monde, eux autres, ils font ça, eux autres. Ah ouais. Puis moi, on a vu l'inverse aussi l'autre fois. On en a vu un, il était chez Chevrolet. Un qui était vraiment haut placé, puis il était super gentil avec tout le monde, puis super friendly, puis... Gars bien ordinaire, il parlait de Corvette puis de Camaro avec moi, puis il parlait de barbecue. Ouais, lui, c'était l'inverse. Lui, c'est comme tu parles avec, puis il est vraiment fin, ce gars-là, tout ça. Puis là, t'as un autre qui arrivait, oh my God, tu viens d'avoir une discussion avec telle personne, tu comprends pas c'est qui. Puis là, tout le monde est comme, ben là, il est comme en jeans au milieu de tout le monde, avec tout le monde, puis il parle. Et puis tu sais, je dis pas ça pour me vanter puis dropper des noms, puis je dropperai pas de noms, là, mais moi quand je regarde les gens qui regardent mon story, genre sur Instagram, il y a des gens super haut placés. Puis tu sais, moi, je mets des conneries, des memes, des affaires. Des fois, il met des affaires, puis il est comme, merde, au moins. Puis là, il nomme 10 personnes super importantes dans l'industrie qui ont regardé mes niaiseries. Ben, tu sais, il y en avait un dans une compagnie, puis c'était un méga automaker, puis lui, il était vraiment comme numéro 2, numéro 3 dans le monde. Des fois, on peut dire, lui, il est CEO, mais tu sais, mettons, de États-Unis, CEO de Canada. Mais dans ces grosses compagnies-là, il y a CEO comme global. Ouais, ça, c'est la planète. Mais il y en a un qui check tout le temps mes stories, lui, comme t'as numéro 2 global, puis encore aujourd'hui, il est retraité. Là. Mais il check encore, hein? Il check toutes mes conneries que je mets tout le temps. Des fois, moi, je suis gênée. J'ai dit, t'as pas mis ça en story, puis là, tout le monde, il est comme, ouais, puis là, je regarde qui a vu tout ça, puis je suis comme, oh non. Regarde, c'est des gens comme nous, ils doivent trouver ça drôle. Mais regardez, tu sais, ça fait un petit bout que vous nous écoutez. Vous savez que j'aime ça faire des jokes, j'aime ça déraper. Puis ça fait partie aussi du podcast, ces choses-là, je pense. Prendre des choses avec un grain de sel, puis faire des jokes, niaiser un peu. Hey, moi, il faut que je mette des foules un peu. Je vis juste avec des femmes. Hein, c'est ça. 90% de mes jokes, là, ils les prennent pas bien ou ils trouvent pas ça drôle.
Hey, sans niaiser, des fois, c'est comme l'enfant de 5 ans dans la maison, là, puis il fait des jokes, mais c'est comme le petit gars qui veut de l'attention. Puis là, nous, on est juste des filles. Tu sais, même, je pense que le seul autre gars, ben, c'était Pookie, notre chien. Puis là, il est décédé. Là, il nous reste juste un chien, mais c'est une fille aussi. Fait que toi, tu vis vraiment... Juste avec des filles. Ouais, 5 filles. Comme Hulk Hogan ou Ronnie Coleman. Ouais, c'est ça. Non, c'est qui l'autre et tout, là? Terry Crews. C'est Terry Crews, là? C'est qui danse, là? Ah ouais. Juste des... Hey, Ronnie Coleman, j'écoutais un podcast qu'un de mes amis m'a conseillé d'écouter. Puis il y a 8 filles. 8 filles. Hey, c'est du stock, 8. Hey, il dit quand t'as eu ta 8e, là, il dit, tu pensais-tu à un moment donné avoir un gars? Il dit à 7-8, là, il dit, je savais que j'aurais jamais game over. C'est peut-être mon cas pour moi. Oh mon Dieu. Mais bon, maintenant, on va passer à notre essai routier du Subaru Forester Sport. Puis c'est Eve qui l'a surtout testé cette semaine. Ouais. La première chose que j'ai à dire, il y a beaucoup de vitres après ce véhicule. Je pense que c'est le plus gros pare-brise que j'ai vu. Quand t'es là-dedans, il n'y a pas trop d'angle mort. Il y en a-tu des fenêtres? On se sent dans un aquarium. Le Forester, là, à mon avis, à moi, là, pour faire une histoire courte, là, c'est un véhicule qui est comme designé pour être premier de classe. Mm-hmm. Fait qu'ils ont vu toute la liste d'évaluation, là, puis ils vont dire on va être les meilleurs là-dedans. La vision, la sécurité, la traction intégrale, l'espace à l'intérieur. Puis c'est souvent, tu sais, quand ils faisaient genre protégez-vous, le Consumer Report, là, souvent c'est le Forester qui gagne. Mais on dirait qu'ils ont fait un mix de tous ces critères-là. C'est ça que ça donne. Moi, à cause qu'il essaie trop d'être premier de classe, c'est pour ça que je l'aime pas. C'est parce qu'il est premier de classe, mais il est pas cool. Non, c'est ça. C'est pas... Sans niaiser, écoute, j'ai rien de vraiment mal à dire, mais j'ai été vraiment surpris par la taille des vitres, là. Ils sont-tu tant plus grosses que les autres véhicules? Ouais, c'est style un peu comme un Chevrolet Bolt. Il est fait sur le haut. Oui. On a beaucoup d'espace pour la tête. On a une super vision. C'est vraiment fait pour ça. Oui, puis il n'y a comme pas vraiment d'angle mort avec toutes les vitres. Si pour vous, parce qu'il y en a des gens qui disent des fois, quand je conduis, j'aime pas ça ici, avec comment la vitre est faite avec la porte, ça me fait vraiment un angle mort, je vois pas trop clair, mais là, avec le Forester, vous n'avez pas ce problème-là. Là, le Forester, lui, il se situe entre le Crosstrek et le Outback. Moi, personnellement, j'aime mieux le Crosstrek, surtout le nouveau avec le plus gros moteur. Puis j'aime mieux le Outback. Oui. Lui, c'est comme l'entre-deux, là, quand on trouve que le Outback est trop gros puis que le Crosstrek n'est pas assez gros. Oui. Mais sans niaiser. Moi, je trouve qu'il est un peu... Comment je peux dire? Il essaie d'être la première classe, mais il est un peu entre deux craques de chaise en même temps. Tu sais, il n'y a pas un facteur aussi cool que la Outback. Ouais, mais là, on avait l'édition Sport. Ouais, mais même à ça. Sport. Moi, j'ai conduit le Wilderness. Il allait bien. Peut-être j'aurais mieux aimé le Wilderness. Le Wilderness, c'était cool. On va parler justement des différents modèles qu'il y a. Le Forester, il part à 33 291 $, très abordable, surtout de base. Ça, c'est la version de base. Après ça, on a la version touriste à 38 591 $. Par la suite, on a la version sport qu'on avait à 39 591 $. Après ça, on a la modèle Wilderness à 42 291 $. Après ça, on a le modèle Limited à 42 591 $. Et le modèle tout équipé à 43 891 $. Quand même des prix qui ont de l'allure. Ça, c'est solide chez Subaru. On en fait beaucoup. Regardez, c'est sûr certain que quand on fait beaucoup aussi les lancements de presse, ces choses-là, on a beaucoup de détails, beaucoup d'informations, on a plus d'éducation sur les produits. C'est normal qu'on aime de plus en plus les produits, surtout quand ils sont compétitifs comme ça. On le dit tout le temps, les modèles Subaru, c'est comme des modèles faits pour le Canada. Oui. La compagnie n'est pas super populaire parce que peut-être que la moitié ou le 3/4 des États-Unis, ils n'ont pas besoin d'un all-wheel drive. C'est pour ça qu'ils ne sont pas si populaires que ça. Mais où est-ce qu'on a besoin d'un all-wheel drive, les Subaru sont hyper populaires. Vraiment. Mais écoute, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la version sport? Moi, de look, là, puis me connaissant, j'aime beaucoup les modèles Wilderness. Modèle sport, j'allais quand même aimer. J'aurais préféré Wilderness, pour vrai. J'ai préféré le Wilderness, ça c'est sûr certain. Il était plus haut de terre, il y avait plus d'attitude, il était plus rugged.
C'est sûr certain que quand je l'ai testé, j'aimais mieux ça. Mais là, la version Sport, c'était un peu comme le 2.5 RS. Il est plus fait pour la route. Fait que si vous voulez avoir quelque chose, des pneus un petit peu plus sportifs, une allure différente. Fait que là, qu'est-ce que c'est que ça spécial, la version Sport? C'est qu'on a des touches un peu orange tout alentour du véhicule. On a aussi, regardez, tu sais, tout vient pas mal en noir aussi. On a des touches orange sur le toit, tout ça. Mais on n'a pas plus de puissance parce que c'est le modèle Sport. Non, c'est juste côté vraiment look. À l'intérieur, les bancs étaient... j'ai aimé ça, l'intérieur comme en tissu. Puis dans les portes aussi, là, je trouvais ça vraiment spécial. Puis au toucher, c'était... Je sais pas comment, c'est comme un motif avec des ronds là, dedans. J'ai vraiment aimé ça. Il est vraiment texturé, le matériel des bancs à l'intérieur. On en a aussi dans les portes, tout ça. Oui. Il y a du orange aussi à l'intérieur. Puis qu'est-ce que j'aime de ce tissu-là, c'est que... Tu sais, parfois, on va avoir des bancs dessus, puis c'est plus salissant, plus dur à laver, mais j'ai l'impression, en tout cas, de mon opinion de femme qui fait du lavage, quand j'ai touché la texture du tissu à l'intérieur, j'ai l'impression que, oui, il est en tissu, mais il est quand même facile d'entretien. Si je regarde maintenant les prix, je suis en train de le monter sur l'écran, 39 590 $, il n'y a pas d'option spéciale dessus, c'est pas trop compliqué chez Subaru de ce côté-là. Regardez, c'est un véhicule qui allait bien. Comme d'habitude, regardez, facile à conduire, facile à stationner. Ah oui. Bonne traction, bon espace intérieur aussi pour toute la famille. Comment tu as trouvé ça avec les enfants? Il n'y a vraiment eu aucune complication. C'est la voiture a fait la job qu'on s'attend d'elle. Il y a en masse de place à l'arrière. J'ai pas eu de problème avec les bancs de bébé en arrière. Puis juste pour comparer sans comparer, là, je ne compare pas le Nissan Frontier avec ça. Mais on avait, dans la même semaine, le Nissan Frontier, j'avais moins de place à l'arrière pour le banc de mon bébé que dans le Subaru Forester. Bon, parlons-en un peu du Nissan Frontier parce que parenthèse. Là, notre épisode vient juste de sortir du Frontier. Puis c'est pour ça que cette semaine, je repousse un peu certains de nos essais routiers parce que là, il y a eu la fête du travail et tout ça. C'est important de tester le véhicule pendant toute la semaine. Parce qu'on découvre des choses à la fin de la semaine, on des fois. découvre toujours des trucs dans les dernières journées. Puis ça a été le cas avec le Nissan Frontier. On dirait qu'il n'y a pas de power steering à basse vitesse dans ce véhicule-là. Il est dur à revirer. Moi aussi, j'ai trouvé. Pour un camion, souvent, tu sais que tu t'avances, tu recules. Le steering était dur, il n'était pas le fun. Le changement de vitesse, quand on veut le mettre en park, il accote, mais il accote sur le reculon. Fait qu'à chaque fois, je voulais le mettre en park. Tu sais, j'étais comme, je l'ai poussé jusqu'au bout parce que ça l'a accoté. Mais ça le mettait en reculon. Là, je vous mets en contexte. Là. J'ai conduit un véhicule, puis il a juste l'air d'un gars qui sait pas conduire. Puis tout temps là, puis là, il partait de reculon. Après ça, quand il tournait le volant, il avait l'air vraiment intelligent à tourner comme s'il n'y avait pas de power steering. Fait que t'avais juste l'air de quelqu'un qui savait pas conduire ton véhicule. Dans les chemins qui sont raboteux, extrêmement rough, le véhicule est en train de se décomposer à l'intérieur. Je l'ai mis dans la vidéo. Là. On n'en parle pas en audio, mais j'ai mis dans le vidéo, j'ai mis des clips. Là. On voit que le plastique sur le bord du banc il est en train de comme littéralement lâcher. Puis Attends, c'est pas tout. Là. Toi, tu me dis ça, là. Parenthèse, t'en souviens? Tu me dis, hey, le plastique, il y a un morceau qui est comme en train de lousser puis se lâcher. Et moi, je t'ai dit, oui, je l'ai vu, moi aussi. Mais là, on n'avait pas vu le même. Là. Moi, c'était entre la boîte et la cabine. Il y avait tout un morceau qui se défaisait. Toi, c'était proche. Oui. Non, mais moi, il y avait un autre morceau qui s'est défait aussi. À l'intérieur? Moi, c'était à l'extérieur. Toute la colonne, il y a un morceau de trim de l'intérieur qui a décollé. Je l'ai filmé. Ça brassait tellement dans ce camion-là. Regardez, je dis pas que le Frontier est pas bon. C'est peut-être parce que ce camion-là avait été super brassé par tout le monde. Puis peut-être qu'il a été magané. Mm-hmm. Peut-être qu'il a fait gros du hors-route. Je sais pas son pedigree. Il y avait 5000 kilos, par exemple. Mais c'était pas 50 000. 5000 kilos, puis il y a plein de morceaux qui tombent à l'intérieur. Ouf! Puis la transmission, elle m'a fait des bugs encore pires là, à la fin. Là. J'étais tanné. Là, à un moment donné, là, il fallait que je traverse un boulevard. Puis c'est comme, il faut que tu clenches. Puis tu sais, t'as pas le temps. Le matin, il y a tout le temps du trafic. Là, je clenche. Elle comme pas dans le shifter, puis elle a juste comme... il prenait pas le pouvoir du moteur. Là, comme, arc. Puis à un moment donné, dans le trafic, il a dans le shifter, puis ça a donné un coup, pareil comme si la transmission était comme... Elle commençait à casser.
Ah non, c'était level. En tout cas, notre petite, elle s'endormait à tous les coups quand on l'embarquait dedans. Là, ça brassait tellement qu'elle était comme... Elle dormait. Ça cognait fort, en tout cas. Mais ça cognait vraiment fort. Là. Non, c'est un des véhicules que, quand t'es retourné le porter, t'as dit « Je suis content d'être retourné le porter. » Oui, j'étais content. Bon, sur le capot du Forester, on revient au Forester. On avait le fameux 4 cylindres Boxer de 2,5 litres de 182 chevaux, 176 les pieds de coupe. Ça, c'est sûr, de ce côté-là, moi, à mon avis, ça manquait un petit peu de pep, là, mais c'était juste correct. Là. Côté économie d'essence, qu'est-ce que tu as fait comme moyenne, Eve? De mémoire, j'ai fait environ du 11 litres aux 100 km, route et autoroute combinées. Ouais, c'est normal. Pour un Subaru, les Subaru, ils consomment tout le temps un petit peu plus, mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours le fameux traction intégrale symétrique, toujours en fonction. Fait un bon petit véhicule, pas notre préféré. Aussi, il n'y avait pas la grosse écran à l'intérieur. Non, c'est ça. Habituellement, c'est rare. Il y a d'autres modèles de Subaru, même s'ils sont plus de base, qui offrent quand même la grosse écran. Tu sais, globalement, pour vrai, là, moi, j'ai trouvé que c'est un bon véhicule. Il fait du sens pour la clientèle Subaru, tout ça. C'est sûr que je préfère le modèle Wilderness. Un bon point, si vous avez de la difficulté à vous stationner, il y a tellement de vitres, sont tellement grosses, il y a de la visibilité de tous les côtés, il n'y a comme pas vraiment d'angle mort. Fait que ça, pour vous, c'est quelque chose qui vous inquiète, c'est un très bon véhicule. Mais je vais être franche, je trouve qu'il est un peu entre les deux. Tu sais, il est entre le Crosstrek puis le Outback. Puis je trouve que le Outback puis le Crosstrek, c'est deux modèles qui sont quand même extrêmement compétitifs. Il en offre beaucoup. Fait que je trouve que le Forester vient un petit peu moins shiner à cause de ça. Oui, puis c'est plate qu'on peut pas avoir à l'écran. On peut l'avoir maintenant dans le Crosstrek, à la grosse écran de 8,4 pouces. Quelque chose qui m'a fait remarquer, puis je n'avais pas remarqué, le tapis à l'arrière, c'est comme des bambous. Oui, c'est comme spécial. Ça fait cool, c'est cool. Puis il y a toujours le X-Mode, puis tout ça. Ah non, tu sais, de ce côté-là, il y a tout ça, là, mais... T'sais. Le sport n'est pas assez sport. Je sais ça. pas. Quand j'ai conduit le modèle Premier, là, il était beau en cuir brun à l'intérieur. Ouais. Je te le montre à l'instant. Là. Ah ouais, c'est beau. 2 tons avec ça. Ça avait de l'allure. Puis il était vert à l'extérieur. Puis il était cool. Puis le Wilderness, lui, il embrassait bien son affaire. Le sport, c'est un package pour faire un package, à mon avis, à moi. C'est pas comme genre, t'as le sport, puis c'est spécial. Je sais qu'à un moment donné, au Japon, ils faisaient un STI Forester. Pour vrai? Ouais. Ouais, il faisait une espèce de STI. Ça, c'était vraiment sport. Regarde là, on est à l'intérieur du Wilderness. Mais tu sais, ça se ressemble gros parce que, comment je pourrais dire, où est-ce qu'on a les touches jaunes, je veux dire, orange les touches jaunes dans le Wilderness sont dans la même place. Là. Mais regarde encore là, je regarde les sièges là, du Wilderness. Là. Ils font plus haut de gamme que celui dans le sport. C'est beau en tissu dans le sport, là, mais c'est comme. Je pourrais dire que je me tendrais moins de cet intérieur-là. Non, c'est sûr. Mais écoute, c'est un très bon véhicule. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai pas eu de bugs. J'ai pas eu... une chose que j'ai remarquée. Je sais pas si c'est la qualité du système de son, mais le son, ça allait vraiment pas bien. Ça sonnait vraiment cacane. Tu sais, quand je faisais un appel téléphonique ou quoi que ce soit, c'était vraiment différent des autres modèles de Subaru qu'on a eu à l'essai. J'allais vraiment remarquer. C'est bon, c'est des feedbacks qu'on pense pas des fois. Ça montre que tu essaies le véhicule. Ah, c'est ça. Non, mais pour vrai, en tout cas, c'est des détails. Il y en a peut-être il y en a que ça ne dérange pas, là, le système de son, mais moi, c'est quelque chose que je me suis aperçue parce que, justement, on teste tout le temps plusieurs véhicules. Puis j'avais jamais eu cette impression-là quand je testais d'autres modèles de Subaru. Je trouvais qu'il y avait plusieurs boutons que c'était pas évident pour monsieur tout le monde de savoir c'était quoi. Comme le bouton là, AVH, là, c'est la fonction de retenue automatique du véhicule. Tu sais, tu regardes le bouton, tu es comme, je sais pas c'est quoi ça, AVH. Là. Tout le monde, là, c'est comme. Il y en avait un autre tout sur le bouton là, qui changeait un peu la calibration, un peu de la transmission. Là. Puis c'est un CVT, je vous rappelle. Là. Puis tu sais, j'ai joué un peu avec, puis il n'y avait pas. Ça changeait pas grand-chose, mais tu sais, c'était tous des pitons qui avaient l'air un peu plus mystérieux, puis un peu, pas dépassé, mais tu sais, c'est juste
faudrait qu'il améliore ça pour que monsieur tout le monde fasse comme ça sert à ça, puis ça sert à ça. Oui, c'est ça. C'était pas évident. C'était pas évident, c'était pas clair à quoi ça servait. Même moi, là, regarde, au début, là, quand j'ai vu le bouton AVH, j'étais comme, c'est quoi ça? Il a fallu que j'aille vérifier. J'étais comme, OK. Ah oui. Mais tu sais, ça, c'est les gens qui vont rester en montagne, ces choses-là, c'est des trucs qu'ils vont vraiment regarder pour avoir. Là. Oui. C'est un plus. Là. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour monsieur tout le monde, que des fois, ils ont de la difficulté à conduire. Ils veulent avoir une bonne vision. Ils veulent un véhicule sécuritaire. Ils veulent la traction intégrale. Comme je te dis, c'est un premier de classe. Là. Il est super bon. Puis le premier de classe, il va répondre souvent à des besoins des gens qui sont peut-être un petit peu moins passionnés, un petit peu moins enthousiastes. C'est pour ça peut-être que le sport n'est pas crinqué parce que ça répond plus à la clientèle qui va acheter ce genre de véhicule-là. Ouais, ils vont vouloir un petit look sport, mais sans avoir des ultimes performances différentes d'un véhicule sport. Là. Exactement. Puis, regardez, là, ça fait plusieurs épisodes qu'on vous tease. Là, on fait comme, notre nouveau setup. On va vous montrer des trucs sur l'écran et ces choses-là. Là, notre nouveau setup prend encore plus d'ampleur. Je sais que vous ne savez pas c'est quoi, mais on veut vraiment améliorer le podcast parce que jusqu'à présent, on a des très bons résultats. Le podcast fait juste monter, autant en mode audio que YouTube, que sur TikTok, que sur Instagram, partout en général. On apprécie vraiment tous ceux qui supportent le podcast, puis on veut vous en donner plus. Puis là, dans notre nouveau setup, sans vous donner tous nos trucs behind the scenes, on va l'améliorer. On va l'améliorer. Puis là, il y a beaucoup de gens qui ont... ça fait déjà une couple de mois. Il y a des gens qui nous ont approchés, qui ont démontré vraiment de l'intérêt à être invités au podcast. Puis on vous en dit un peu plus. Là, c'est ça qu'on fait. On travaille sur un setup pour probablement commencer à recevoir des invités. Des gens du milieu de l'automobile, des gens qui veulent parler de leur entreprise. Comme je vous dis, je pense que c'est rendu, on se fait approcher chaque semaine là, pour j'aimerais aller parler à votre podcast, tout ça. Puis c'est ça. On a beaucoup de bons feedbacks de vous tous qui nous écoutez. Puis moi et Jules, on trouve que c'est une bonne idée. On pourrait commencer à recevoir des gens. On approche de plus en plus de notre fameux épisode numéro 100. Fait que je pense qu'on est dû pour avoir des invités. Fait qu'on va agrandir un petit peu où est-ce qu'on filme, on pourrait dire. On va rajouter des caméras, on va rajouter l'écran. Notre invité va pouvoir venir. Jusqu'à présent, on va essayer de faire un invité, peut-être deux à un moment donné. On va commencer par un invité. Oui. Mais si vous êtes intéressé à venir au podcast, faites-en part. Écrivez-nous en privé. Vous pouvez nous envoyer un email ou nous écrire sur nos réseaux sociaux. Tous les détails sont toujours dans la description, peu importe si c'est en audio ou en YouTube ou peu importe les réseaux sociaux. Vous êtes capable de nous rejoindre. Ouais, vous êtes capable de nous rejoindre. Fait que, autant des gens qui ont des enthousiastes, vous êtes moindrement une personne impliquée dans les réseaux sociaux avec un certain following, ou encore une fois, comme tu disais, vous êtes un propriétaire d'entreprise, vous avez un produit que vous voulez nous montrer, puis vous offrir un service. C'est ça, on est ouvert à tous. Ou expliquer des technologies en lien avec l'automobile et tout ça. Là, moi, je voulais inviter des gens qui avaient eu des expériences avec des extraterrestres, mais elle ne veut pas. Non, on rit, là, mais non, pour vrai, je trouve ça le fun parce que au départ, moi et toi, on s'était lancé dans le podcast en disant ça pourrait être le fun, ça pourrait être une bonne idée, ça serait comme un à côté de nos essais routiers puis tout ce qu'on fait. Mais finalement, ça allait tellement comme bien parti, ça n'arrête pas de grossir, ça n'arrête pas de s'améliorer. On a de plus en plus de bons feedbacks et on continue pas mal là-dedans. Pour autant mauvais temps, on peut toujours faire des podcasts. Pandémie ou pas pandémie, on peut faire des podcasts. Exactement. Puis on va se dire, avec l'été qu'on a eu, c'était pas évident à faire des vidéos dehors. Là. Il pleuvait tout le temps. Puis là, quand il pleut pas, comme aujourd'hui, c'est la canicule totale. C'est comme l'équipement ne survit pas dehors. La caméra est comme overheat. Je m'éteins. Surtout fini. Les GoPros, ces choses-là. Là. Quand ça commence à toucher à du 28 degrés, là, c'est game over. C'est game over. Fait que non, puis je pense qu'avec notre podcast,
on peut vous apporter une émission qui est un petit peu plus complète. Pas juste un essai-routier, on peut parler des trucs un peu plus personnels, d'aventures ou d'autres sujets, de nouvelles qui se passent, comme la Dark Horse, ces choses-là. Puis quand on va vous amener aussi avec notre écran, on va être capable de vous montrer plus de détails, monter l'auto avec vous. Puis en même temps, si vous êtes sur le marché automobile, vous magasinez, on va vous donner des trucs aussi quand on est Comment monter le véhicule sur le site. Sur le site. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est qui nous a écrit là, une semaine ou deux? Il n'était pas capable de monter un véhicule, mais finalement, c'était pas lui, c'était le site qui fonctionnait. Oh, ça arrive souvent. Mais ça l'arrive. Puis tu sais, comme ça, on peut donner des feedbacks. Fais attention que le site de tel manufacturier, souvent, il n'est pas à jour. Souvent, il fait ça. On les sait, on les teste pas mal toutes, là. Fait que on va pouvoir vous montrer ça. Puis aussi, on aimerait ça prendre vos suggestions. Si vous êtes un fan, qui on devrait inviter à notre podcast? On aimerait avoir les noms dans les commentaires. Oui, ça serait voir drôle. qui vous seriez intéressé de voir ici au podcast. Oui, alors donnez-nous votre avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des invités? Ou vous aimez juste quand on est juste tous les deux? Ouais. Moi, je pense qu'un mix des deux, c'est bon. Moi, on va pas tomber 100% invité, ça c'est sûr que non. On va continuer à faire, on appelle ça un crew, une émission de notre équipe. Mais de temps en temps, un invité, je pense qu'on pourrait aller chercher des professionnels, des gens qui pourraient nous en apprendre, des trucs qu'on a moins d'expertise dedans, puis on pourrait en apprendre plus de ce côté-là. Alors, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous êtes déçus de la Dark Horse? Je veux savoir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient déçus. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.